Coucou les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis en train de redémarrer les interviews et quel bonheur de démarrer avec quelqu'un qui est une pure entrepreneur, mais ça n'a pas toujours été le cas. On va en parler un petit peu de son parcours. Elle s'appelle Émilie, elle est belge, elle a créé une marque de bijoux. Elle mentore les femmes aussi qui veulent communiquer sur leur marque, se déployer. Salut Émilie Duchesne. Salut. Ça fait plaisir de démarrer cette série avec une compatriote. Émilie, tu habites Bruxelles, tu es mariée, tu as trois enfants, vous voyagez beaucoup, tu as créé une marque de bijoux qui s'appelle Théa, tu mentors les femmes entrepreneurs via différents programmes. Et Oui. moi, ça m'intéressait de t'interviewer parce que tu as un parcours hyper inspirant. Et parfois, quand on est sur le chemin de l'entrepreneuriat, bah, c'est un peu, on en discutait juste avant, tous les deux, c'est un peu des hauts, des bas comme ça. J'ai envie de peut-être faire un résumé de ton parcours assez succinct, parce que parfois les gens se disent, quand ils peuvent te voir, ils se disent, oui, mais elle a toujours eu cette grinta, elle a toujours eu ce truc, c'est facile pour elle. Est-ce que ça a été facile Mm. pour toi, tes débuts, la suite, etc., pour arriver jusqu'ici? Non, non, pas du tout. Mais c'est vrai que j'avoue que souvent j'entends, enfin on me le dit pas directement, mais j'entends, tu vois, à travers des sous-titres, tu vois qu'il y a des facilités, mais je suis pas tout à fait. Des fois oui, parce qu'il y a des choses que ton éducation te donne, tu vois. Genre exemple, tu vois, mon père m'a toujours aidé à avoir du réseau, donc voilà, donc il y a du Ouais. réseau à la base et ça facilite les choses. Après, il faut aller vers ce réseau, il faut leur parler, il faut se vendre, voilà, donc tout on n'arrive pas par magie non plus, quoi. Tu m'expliquais tout à l'heure, avant l'interview ici, que en fait, tu as été timide, maladive. Mm. Et là, c'est marrant parce que tu mentors des femmes, tu transmets, tu communiques, tu fais du marketing et tu es allé vers la communication. Je me reconnais assez bien dans ce profil-là. Et je me demande, est-ce que parfois dans la vie, nos plus grands défis deviennent nos plus grandes ressources? Tu vois ce que je veux dire, Émilie? Ouais. Bah, pour mon cas, j'ai envie de te dire oui. Après, je suis pas sûre que ce soit vraiment universel, parce qu'il faut avoir l'envie, je pense. Parce que je Ouais. pense que, enfin, c'est pas du tout une critique, hein, mais je pense qu'il y a des gens qui restent toute leur vie, entre guillemets, dans leur faiblesse, on va dire, parce que c'est une zone de confort aussi, je pense que d'y rester, tu vois. Ouais. Ouais. Après, oui, oui, bah oui, clairement, parce que moi j'étais vraiment maladivement timide, donc je disais vraiment pas bonjour aux gens, je paraissais pour une fille impolie, je me cachais dans les jupes de ma mère, donc oui, oui, c'était vraiment assez, je pense que c'est vraiment assez violent, mais voilà, moi, ce qui me drive en fait, c'est vraiment les grosses sorties de confort en fait, en général. Au début, c'était un peu fait sur un malentendu, on va dire. Enfin, oui, il y avait toujours l'envie de, mais ne sachant pas ce qui se passait derrière. Mais au Ouais. plus j'en ai fait, au plus je me suis rendu compte qu'en fait, derrière ça, alors je ne vais pas dire qu'il y avait toujours de la magie parce que ça serait mentir. En tout cas, il y a toujours eu un apprentissage en fait sur moi ou sur quelque chose qui m'a fait avancer. Et Mhm. donc, du coup, grâce à ça, bah, ça me donne l'envie de continuer. Mais donc, je pense que souvent, en fait, quand tu sors de ta zone de confort, tu n'as peut-être pas le résultat feu d'artifice, mais en tout cas, je pense que t'apprends toujours quelque chose sur toi et donc ça te fait avancer, quoi. Quelle a été ta première grosse sortie de confort dans ta vie? Je pense que la première, c'est en sortant de mes études. Donc, j'ai fait des études de stylisme à Bruxelles. Et voilà, donc je pouvais faire, si tu veux, des stages dans une boîte familiale parce que mon père avait des marques de vêtements à l'époque. Et j'ai décidé de ne pas y aller parce que, voilà, parce que j'ai toujours eu un peu ce syndrome de l'imposteur, en fait, que je pense que plein de gens ont et que j'ai toujours un peu aujourd'hui d'ailleurs. Et je me suis dit, c'est pas le moment, j'ai pas les armes, on va dire, qu'il faut pour m'imposer. J'ai peur qu'on dise que justement, tout ce que tu disais tout à l'heure, que ça allait être facile, que j'allais être la fille du patron, que les choses allaient s'accélérer, que allais avoir accès à plus de choses, que je pense que ça n'est pas tout à fait faux. Mais moi, j'avais pas envie d'utiliser ce chemin-là, donc j'ai décidé de partir. Bon, après, j'ai pas été très loin, j'étais à Paris, mais bon, quand même, j'avais 21 ans. Et l'idée aussi de partir, c'était de me dire, bah, ça va me forcer à finalement sortir un peu de mon bocal, qui est safe. C'était une safe place, quoi. Et Ouais. de me dire, bah voilà, je vais pouvoir être dans une ville que je connais pas. Après, je raconte ça comme si c'était un big deal, mais pour moi, c'était un big deal de devoir prendre le métro, de devoir rencontrer des gens, trouver du travail. J'ai été assez protégée, je pense, parce qu'aussi, j'ai beaucoup de demi-frères et sœurs, mais en fait, je suis vraiment fille unique.
Et donc, le fait d'avoir été si maladivement timide, j'étais mise dans un cocon, en fait. Mm. Donc, c'était important pour moi de sortir à ce moment-là de cette grosse zone de confort. Et c'était un peu la première fois. Et on va dire que c'est la première fois que la magie s'est vachement opérée parce que voilà, je me suis rendu compte qu'il y avait une vie très sympathique, mais que j'étais maître de ma propre vie, en fait, et que c'était moi qui devais créer tout ça, quoi. Tu as bossé, tu as fait des stages, tu as bossé pour plusieurs marques assez connues dans le monde de la mode à Oui, Paris. exactement. Donc, j'ai dû trouver mes stages petit à petit. Du coup, là-bas, sans réseau, c'était beaucoup moins facile que prévu, mais voilà, j'y suis arrivée. Et voilà, donc je pense que finalement, aujourd'hui, je pourrais me définir comme quelqu'un d'assez résilient et audacieux, mais je pense que ça a commencé, on va dire, la première fois, il y a un peu plus de 20 ans, précisément à cette période-là. Émilie, tu disais, le syndrome de l'imposteur, tu l'avais, enfin, c'était un peu compliqué pour toi de faire la démarche de bosser dans l'entreprise familiale, tu te sentais pas légitime d'être à une place à laquelle tu serais propulsé. Beaucoup croient que il faut d'abord régler ce problème de l'imposteur pour ensuite entreprendre. Moi, j'ai l'impression que il sera toujours là. Chaque fois que je crée un nouveau projet qui m'amène sur un nouveau chemin, je l'ai, en fait. Mais j'ai appris à pas trop l'écouter, tu vois, à me dire, bon, ok, c'est là, j'y vais quand même parce que j'ai envie d'y aller. Qu'est-ce que tu dirais à des personnes qui sont en mode, ben, je veux d'abord régler ce problème-là et puis j'entreprendrai. Bah, moi, je suis un peu du même avis que toi, c'est que je pense que, enfin, j'ai pas le sentiment que ce syndrome, il part. Après, c'est fluctueux, quoi. Je pense que des fois, tu l'as plus, des fois, tu l'as moins, mais je pense que c'est très fort lié à de comment toi, tu te sens, tu vois. Moi, il suffit, tu vois, que je sois très fatiguée ou que j'ai pas assez bien dormi ou que je me sens en grosse perte de confiance sur un sujet qui m'arrive, que ce soit pro ou perso, mais je pense que l'imposteur, il est plus là, tu vois. Mhm. Ouais. Donc moi, je pense que personnellement, en tout cas moi, en tout cas, il est jamais vraiment parti, je l'ai toujours aujourd'hui, mais il prend plus de place ou moins de place en fait selon ce qui se passe dans ma vie, dans la vie d'Émilie, quoi, tu vois, mais voilà. Ouais. Et donc effectivement, ça, je te rejoins, je peux encore lancer des projets aujourd'hui, mais en fait, je le fais quand même parce que je sais que par expérience, à chaque fois que je l'ai fait, comme je le disais tout à l'heure, en fait, j'ai appris plein de choses, j'ai rencontré des gens super, donc je sais que je dois y aller, donc il repasse. Mais il revient toujours à un moment ou à un autre. Donc moi, je pense que vouloir le régler avant de faire ça, je pense que vous ne le lancerez jamais, quoi. Ouais, ouais, ouais. Donc inverse, lancez-vous, lancez-vous, lancez-vous. Et puis des fois, il sera fort, il fera moins fort. Des fois, peut-être qu'il peut disparaître, hein, en fait, je ne sais pas trop. Mais je pense qu'il ne faut pas trop compter sur ça. En fait, ce serait une mauvaise idée. Émilie, donc tu vas à Paris, tu découvres plein de choses, tu te dépasses, c'est agréable pour toi d'apprendre à te connaître aussi, de prendre de l'assurance, de la confiance, puis tu reviens en Belgique. L'entreprise familiale, à un moment donné, il y a un poste qui se libère, tu proposes de dépanner, et puis finalement, tu rentres dans l'entreprise familiale, c'est C'est ça? ça. Ouais. Tu vas bosser là-bas un certain temps, et puis tu vas avoir ton premier enfant, Théa, et là, tu as envie de lui confectionner un bijou. J'ai envie de me confectionner un bijou, en fait, pour célébrer Pour toi, ok. enfin, ma naissance, quoi, si tu veux. Donc, en fait, le but est vraiment de faire une création, si tu veux, pour célébrer, en fait, sa naissance. Ouais. Et donc, c'est à ce moment-là que je me crée en fait un bijou avec son prénom. Parce que j'ai toujours eu quelque chose avec la personnalisation depuis toute petite. Je pense que c'est dû au fait qu'on en parlait, tu vois, ce truc un peu de timidité, de grosses sorties de confort et autres. Bah, le fait d'avoir quelque chose qui pouvait montrer en fait une expression de moi-même, quelque chose que je pourrais bien aimer, en fait, sans devoir me justifier, l'expliquer. En fait, ça me donnait de la force et ça m'aidait à me présenter au monde. Ouais. Et donc, j'ai toujours eu un truc avec le personnalisé parce que pour moi, ça a toujours été lié aux émotions et pas quelque chose qui est un produit à la mode. Et je pense que ça aide vraiment à se donner de la force, à avoir confiance en soi. Et donc, j'avais besoin de ça à ce moment-là. Et je me suis dit, bah tiens, j'ai envie d'avoir voilà, ce produit-là pour moi. Et donc, si tu veux, je l'ai fait faire dans un atelier parce que moi, enfin, on me dit aujourd'hui créatrice de bijoux, mais c'est très marrant parce que je suis pas du tout, enfin, je m'estime pas du tout être créatrice de bijoux. J'ai jamais fait ces études-là. Je pense que je suis plutôt très bonne dans ce qui est com et marketing. Et en vrai, ça peut paraître un peu choquant peut-être parce que même si j'adore mon projet ETA, j'aurais pu faire des chaussettes, quoi. Tu vois, je pense que Ouais. j'avais juste envie d'avoir un projet personnel qui me ressemblait, dans lequel j'avais tout à dire et à m'exprimer. Et j'étais plutôt bonne en images et en développement digital. Donc, en fait, mes skills, ils étaient là.
Mais voilà, il s'est fait que j'ai commandé cette bague que j'ai fait sur mesure et je l'ai portée. Et il y a eu un engouement, il y a eu des demandes. Et c'est comme ça que je me suis dit, bah, ce projet, en fait, pourrait être né à ce moment-là. Mais pas du tout pensé comme un business, hein. Donc, vraiment, Ça. c'était un side job juste pour m'exprimer, on va dire, pleinement, quoi. Je faisais une vidéo hier. Il y a beaucoup de personnes qui vivent des reconversions professionnelles pour le moment. Surtout depuis les confinements qu'il y a eu quelques années. C'est en mode, ben, je me sens pas très heureux dans mon job, j'ai envie de changer, j'ai envie de lancer mon activité, je sais pas trop dans quelle thématique. Et je donnais une piste qui pouvait être, ben, s'il y a quelque chose qui te manque dans ce que Mhm. tu vois sur le marché autour de toi, ça pourrait être une piste pour le créer et le partager, le transmettre. Tu me disais tout à l'heure, il m'a fallu 4 ans de réflexion, business plan avant de vraiment lancer le truc. Beaucoup parfois peuvent se dire, oui, mais pour Émilie, ça a toujours été simple, hein, elle a lancé sa marque, ça a cartonné, c'est fantastique, c'est une histoire à succès. Quand même, tu as mis 4 ans pour réfléchir, business plan, avant de vraiment développer le projet concrètement. Oui, oui. Alors, marque à succès, oui, oui, parce que, bah, alors, en fait, c'est une question que j'aime bien aussi poser. Finalement, c'est quoi le succès? Parce que tu vois, souvent, on dit, ah, du succès, ça marche. Oui, j'entends ce que tu me dis, mais en fait, c'est quoi le succès pour toi? Voilà, parce que moi, par exemple, le succès, attention, c'est pas que je suis pas du tout rentière, mais je veux dire, pour moi, le succès n'est pas, par exemple, de se faire plein d'argent. Voilà, moi, mon Mhm. succès, c'est d'être libre, de pouvoir, on va en parler après, en fait, de pouvoir allier ma vie perso et pro librement, de pouvoir m'épanouir dans un job, en fait, dans lequel je fais du bien, dans lequel qui a du sens pour moi, qui fait en sorte que j'aide concrètement, en fait, les gens en face de moi. Donc ça, pour moi, ça, c'est mon succès, par exemple, tu vois. Ouais, ouais, Donc, ça dépend de chacun. En fait, il n'y a pas de mauvaise réponse, tu vois. Mais du coup, c'est un peu ça qui est toujours un peu touchy, on va dire, comme jugement, si je peux dire, des gens, tu vois, de l'extérieur. ouais, Donc moi, j'ai voulu, voilà, le why même, voilà, on en parlait justement, le sens même du projet, c'était de qu'est-ce que je peux changer dans la vie des gens. Voilà, c'était ça, en fait, ouais. la base du projet. Et vu que moi, ça me donnait de la confiance et de la force et que ça symbolisait un moment de vie, ben, moi, j'avais envie de donner ça dans la vie des gens, si tu veux. Donc, c'est pour ça que ça C'est a été ça. créé. Après, ça a mis 4 ans juste parce que c'était un side job, tu vois, parce qu'en fait, j'avais un full-time job et donc, du coup, ça a mis du temps parce que je ne me suis jamais vraiment mis là-dessus. Par contre, si tu veux, mon année 4 c'était un peu mon année 1 parce que du coup, je me suis mis full-time dedans, toute ma tête dedans. J'ai pu engager une ou deux personnes. Donc, c'était comme un peu mes débuts. Donc, c'est pour ça que quand je dis 12 13 ans, c'est toujours un peu touchy parce qu'au final, si tu prends vraiment toutes les années où j'étais dedans full-time, je pense que c'est vraiment qu'en fait que la moitié du temps, si tu veux. Donc, ça fait un peu waouh, tout. Mais en fait, oui, bien sûr, on est très heureux d'être encore là au bout de 13 ans, tu vois, parce que c'est pas évident. C'est quand même une bagarre, il faut le dire. Mais en vrai, quand tu prends la ligne du temps, tu vois, je pense que vraiment 100% dedans, vraiment, il n'y a que 5 6 ans. Mais oui, oui, bah, énormément de. Enfin, mon projet d'à côté aujourd'hui s'appelle Roller Coaster. C'est pas pour rien, tu vois. Pour moi, le roller coaster, c'est imagé, quoi. Tu vois, c'est vraiment le roller coaster de l'entrepreneuriat. C'est un jour, t'es Madonna et l'autre jour, t'es personne. Et je Parfois dois même dans beaucoup la plus même de. journée. Oui, exactement. Et puis, je pense que tu as beaucoup plus de bas que de hauts, mais les hauts, ils méritent tellement d'être vécus, tu vois. Donc non, pour répondre à ta question, c'est pas si simple, en fait. Il faut s'accrocher, il faut avoir les reins solides, il faut pouvoir tomber par terre. Enfin, moi, j'ai l'impression que j'ai fait 5 fois l'Everest et je suis tombée 50 fois d'une falaise. Mais c'est pas grave en fait, tu vois, ça te renforce et c'est pas facile. Tu peux avoir, si tu veux, des cartes en main qui soient du réseau, qui soient de l'argent, qui soient tes parents, tu vois, ce que tu veux. Mais moi, je reste persuadée en fait que si tu fais pas les choses correctement et si t'as pas cette résilience, en fait, malheureusement, oui, c'est facile de prendre l'argent sur ton compte perso et de le mettre sur ton compte pro, tu vois, mais j'ai l'impression que t'as pas cette même envie, cette même rage, en fait, si tu veux, de grandir. Donc oui, je suis d'accord par des facilités, mais non, je suis pas d'accord. Je pense que tu restes pas dans le temps, en fait, tu vois, si t'as pas ce mindset, on va dire, vraiment, quoi. Qu'est-ce qui te fait tenir à ce moment-là? Tu vois, dans les moments justement de dégringolade vertigineuse parfois, qu'est-ce qui te fait rebondir et continuer? Alors moi, ce qui me fait continuer, c'est d'écouter mon instinct. Ok. Je suis quelqu'un qui écoute beaucoup, 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 beaucoup mon instinct. Attention, je dis ça parce que c'est un peu mon moteur. Mais il m'a pas toujours, il m'a pas toujours joué des bons tours. Attention, attention. En fait, il m'a pas joué des bons tours en fait
dans une histoire. Mais au final, quand je prends un peu de hauteur, en fait, je me rends compte qu'il m'a joué des bons tours, en fait, si tu veux. Hmm. Ouais, Les choses ne sont pas passées de manière lisse. Donc au début, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je me suis écoutée? En fait, c'était clair. En fait, je devais le savoir et tout. Et en fait, je me dis, j'ai dû passer en fait vers ça, en fait, pour passer, si tu veux, un autre cut, quoi. Donc, ouais, au fil de temps, j'ai compris pourquoi, en fait, j'ai dû passer par là. Donc, moi, je suis quelqu'un d'assez instinctif. Alors, je ne suis pas du tout quelqu'un qui est vraiment perché, si tu veux, qui croit les trucs un peu chelous. Mais je reste persuadée, en fait, quand même, qu'il n'y a pas de hasard et que j'ai une étoile et que oui, tout s'est pas passé, en fait, de manière comme prévu ou toujours jolie. Mais je pense que rien n'arrive par hasard et tout arrive pour quelque chose. Donc, en fait, je pense que c'est des mal pour des biens. ok. Donc moi, ce qui m'a fait toujours en fait continuer, c'est cet instinct de ne pas vouloir arrêter. Par contre, souvent, hein, j'imagine que tu dois avoir ça souvent chez toi avec les femmes que tu rencontres, c'est très difficile, je trouve, de se dire à un moment, je dois me respecter quand est-ce que je m'arrête. Moi, 50 fois, je me suis dit, tu vois, est-ce que je me raccroche en fait à un bébé, si tu veux, pour faire une image, à un bébé malade sur lequel je me dois, comme bonne mère de famille, tu vois, de soigner Ouais. ou si je dois laisser partir, en fait, parce qu'il y a un moment, en fait, je vais aller dans un burn-out et en fait, je vais pas me respecter. Et donc, du coup, je vais être une mauvaise mère, une mauvaise femme et une mauvaise amie. Donc, cette espèce de curseur, tu vois, je trouve, est très compliqué dans ce monitoring, si tu veux, de vie. Par rapport à ce sujet-là dont tu parles, quel conseil tu donnerais à quelqu'un? Donc, tu mentors quelqu'un qui dit, écoute, Émilie, ça m'a parlé dans la vidéo, tu parles d'instinct, etc. J'ai envie de pouvoir écouter ça, mais parfois, on est dans des galères tellement fortes que on ne sait pas si c'est de l'instinct de continuer ou si c'est de la folie parce qu'on va dans le mur, en fait. Comment écouter cette petite voix qui finalement nous emmène sur le bon chemin? Tu vois? Je sais, c'est une super question. Et franchement, en fait, en plus, je peux vraiment témoigner parce que je suis passée par là vraiment beaucoup de fois. Mais je ne sais pas t'expliquer. En fait, je trouve ça tellement difficile de donner un mode d'emploi par rapport à ça parce que moi, c'est quelque chose que j'ai ressenti dans mes tripes, si tu veux. Euh, Donc, c'est très difficile pour moi de répondre à cette question parce que je pense qu'il n'y a que toi qui peux savoir, en fait. La seule réponse que je peux te donner, Ouais. c'est que je me suis fait coacher pas mal de fois. Il y a eu énormément de bons, d'ailleurs quasi que du bon. Mais en fait, au final, en fait, j'ai écouté, 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 dormi dessus. Et au final, en fait, je me suis rendu compte qu'il n'y avait que moi qui avais les réponses, en fait. Donc, ça m'a Hmm. aidé à avoir une réflexion, à me dire, OK, ça, c'est la colonne des oui et des non. Mais au final, en fait, il n'y a personne qui pouvait me donner cette réponse-là, en fait. Ouais. Mais je sais que ça n'arrange pas cette réponse à donner, parce que je l'ai déjà entendue. Mais je n'ai pas d'autres réponses, en fait, à donner, quoi, en fait. Je pense que même si tu arrives à vouloir aller toujours plus loin, parce que tu es coriace, je pense que même si tu te plantes, bah, c'est OK, en fait. Parce que je pense que toi, si tu as été jusqu'au bout, ça veut dire que toi, tu devais aller jusqu'au bout de ce projet, quitte à te Mhm. planter. Même si au fond, tu dis, je me suis écoutée, c'était pas bien. Si, je pense que c'était bien parce que du coup, toi, au fond de toi, tu veux aller jusqu'au bout et tu as été jusqu'au bout. J'allais dire, si je dois aller plus loin, c'est que même si c'est au bout du compte pas une jolie histoire, je pense que ça veut dire que ça devait arriver comme ça et ça devait aller jusque-là pour t'aider à faire autre chose et à rebondir, en fait. Carrément. On parle souvent de solitude de l'entrepreneur, hein, c'est pas toujours quelque chose parce qu'en fait, c'est pas toujours quelque chose qui est facile à faire face parce qu'en fait, on choisit souvent l'entrepreneuriat pour une voie de plus de liberté, d'accomplissement. Et finalement, c'est une voie dans laquelle on peut aussi connaître de l'isolement. Et c'est assez paradoxal parce que on y va pour plus de liberté et puis on se retrouve peut-être en retrait de plein de choses, plein de gens, plein de situations. Comment est-ce que toi, tu as un peu managé ça, la solitude de l'entrepreneur? Moi, dès lors que j'ai commencé à sentir vraiment fortement cette solitude, si tu veux, je me suis inscrite dans des programmes qui existent, tu vois, qui existent d'ailleurs toujours aujourd'hui, Ouais. qui t'aident, parce que moi j'avais la solitude, mais aussi comme beaucoup, j'imagine, d'entre vous, en fait, j'avais pas la finance, les moyens financiers de me faire accompagner, parce que ça coûte quand même cher et c'est un investissement qu'on a tendance un peu à geler en se disant, mais non, j'ai pas les thunes et je vais pas les mettre ça là-dedans, alors qu'au final, en fait, c'est ça qui peut vachement t'aider à croître. Ouais. Donc moi, j'ai été me présenter dans plusieurs programmes de réseau, de femmes, d'accélérateurs. Enfin, il y a plein de choses qui existent. Et en fait, tu gagnes, on va dire, un coach gratuit pendant Mhm. X temps. D'ailleurs, moi-même, je suis dans quelques-uns de ces programmes en fait, où je mentore moi-même ces filles-là. Mais c'est intéressant parce que j'ai fait cette démarche, moi, là, tu vois, au bout de 3 4 ans, parce que je me suis dit, en fait,
Je suis trop petite pour me créer un board, je suis trop petite pour avoir les investisseurs et en même temps, je ne veux pas vendre mes parts. Les family and friends, ben, c'est toujours un peu touchy. Des fois, ça marche, mais souvent, c'est compliqué. Donc, tu as une grosse réflexion que tu te fais autour de ça. Bah, ta famille, c'est bien, mais ils n'ont pas cette vue d'hélicoptère, je pense, justement, et cette fraîcheur en fait, que toi, tu peux avoir et que tu n'as plus, d'ailleurs, à ce moment-là, je pense que quand cette démarche. Donc moi, j'ai été vers ce genre de réseau, en fait, qui offrait, si tu veux, des accompagnements gratuits, qui faisait déjà, de un, que je me sentais moins seule dans mon projet et que je me sentais soutenue et conseillée, parce que finalement, c'est pas un associé, mais c'est quelqu'un, en fait, qui rentre quand même vachement dans ton projet parce qu'il te suit sur une longue durée, moyenne ou longue, mais qui te suit. Donc ça, je pense que c'est déjà le premier truc pour y pallier. Et sinon, le deuxième point, c'est aussi ce genre de réseau, mais pas forcément pour le mentoring, mais pour rencontrer des personas ou des lookalikes, c'est-à-dire des gens qui te ressemblent, en fait, qui vivent les mêmes, j'allais dire galères, mais pas forcément, mais qui vivent la même vie que toi, on va dire, et avec qui tu peux parler librement, en fait, et en étant comprise. Donc ça, je pense que c'est important. En plus, aujourd'hui, il y a 10-13 ans, il n'y en avait vraiment quasi pas, mais aujourd'hui, il y en a énormément. Donc je pense qu'il faut vraiment surfer sur ça. Et le troisième point que je dirais, c'est moi, en tout cas, je mets encore aujourd'hui un pourcentage de temps dans mon agenda en fait pour rencontrer des gens. Ok. Parce que j'estime en fait que plus je rencontre des gens, au plus je vais boire des thés ou café, enfin, peu importe, au plus je parle de mon projet et au plus en fait mon projet rayonne. En fait, les gens savent qui je suis, qu'est-ce que je recherche. Et je pense qu'il y a une espèce de synergie en fait qui se font tout le temps grâce. Voilà, donc j'ai pas peur de envoyer des messages sur LinkedIn, sur Insta. Alors évidemment, j'entends la réponse. Il y aura peut-être une réponse sur 20 positive et des gens qui ne répondent pas. Mais en fait, on s'en fiche. Et j'entends la réponse bis, que c'est pas parce qu'on ne vous répond pas que vous n'êtes pas à la hauteur, que votre projet est pas bien, parce que ça entraîne en fait des pertes de confiance de oui, mais si on Ouais. ne me répond pas, on va me jeter le miroir de je suis pas à la hauteur, je suis pas bien, mon projet est nul. Non, les gens n'ont pas vu le message, c'est passé à la trappe, n'ont pas le temps, sont impolis. Voilà, il y a plein de sujets, quoi. Donc, ça, c'est pas du tout ça le truc. Donc, voilà, moi, j'aime bien dresser la liste des gens que j'admire, que j'ai envie de rencontrer. Aujourd'hui, on a cet outil-là, on a ces outils-là. Et on a souvent des réponses positives. D'ailleurs, je pense qu'aujourd'hui, on a un bon exemple. En fait, tu m'as envoyé C'est vrai. un message, j'ai répondu, on se retrouve aujourd'hui. Donc voilà, des fois, la vie fait qu'il y a des rendez-vous et tant mieux. Ouais. Et moi, ces gens là j'en ai 1000, quoi. Et je n'ai pas cherché des amis, mais je me suis fait aussi des amis, en fait. Ouais. Donc il y a plein de bonnes choses à en retirer. Donc je pense qu'au plus on va vers les champs, au plus on parle de notre projet, au plus on demande de l'aide, parce que je pense que c'est un autre truc très important. C'est Ouais. OK de demander de l'aide et de dire que ça ne va pas. Et au plus, on se sent moins seul. Donc je pense que tout ça réuni fait en sorte qu'on souffre moins de la solitude, en fait, de l'entrepreneur. Carrément. Merci, Émilie. Qui, le veuille ou qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, arrive un moment dans la vie de l'entrepreneur. Ouais. Émilie, si une femme vient te trouver en mode Émilie, il faut que tu me donnes un conseil. Je ne sais pas comment concilier ma vie de maman, de femme, de chérie, les voyages, mon projet. J'ai l'impression que je m'en sors pas et que je m'en sortirai jamais. Comment t'as fait toi? Alors, c'est vrai que j'avoue que c'est une question qui arrive souvent, qui est un peu compliquée aussi à répondre. Je pense que la base, alors je ne sais pas si c'est le cas de tout le monde, mais en tout cas, moi, ma base à moi, c'est que je suis extrêmement bien organisée. Il n'y a pas plus tard qu'hier, dimanche soir, j'ai passé 2 heures en fait, sur un agenda en fait, de 15 jours. Un agenda qui a toutes des couleurs différentes. Il y a celui de la famille, il y a celui des vacances, il y a celui des chéris, voilà, il y a ceux qui sont partagés, d'autres pas. Mais c'est un Tetris, tout doit rentrer dedans. Et donc ça, c'est un peu le premier sujet. J'ai pas de grands cours sur ça. C'est quelque chose que je fais un peu naturellement, mais sans orga, je pense que ça fonctionne pas. Et alors, il y a un autre conseil qui va peut-être pas arranger beaucoup de femmes aussi, mais je pense qu'il faut être staffé parce que moi, on se doute bien, j'espère en tout cas, que je ne sais pas être en même temps en fait au cours de danse à Paris en visio. En gros, tout rentre dans l'agenda. On est 5 personnes sur la journée. Voilà, c'est comme ça. On a ce côté un peu de bipolarité x 10. Mais voilà, alors soit on a quelqu'un pour nous aider au bureau, soit quelqu'un pour nous aider à la maison, soit on a la famille. Tout n'est pas payant, hein, je ne dis pas ça. Hein. Ça peut être une grand-mère, une aide, une cousine.
Mais je pense qu'il y a un moment, en fait, pour pouvoir être partout, il faut faire des choix de ne pas être partout parce qu'il y a des endroits où on n'a pas de valeur ajoutée. Alors je sais, j'entends de nouveau les réponses de culpabilité. Bah, c'est comme ça, en fait. Sinon, on ne sait pas faire ça, en fait. Moi, je sais que je ne donne pas mon temps dans les activités parce que je sais que déposer quelqu'un, faire des taxis, en fait, je n'ai pas vraiment de valeur ajoutée. Par contre, je sais qu'être là à partir de 19h pendant 2 heures tous les soirs, quoi qu'il arrive, être là pour le dîner et les week-ends sont entièrement consacrés à ma famille. Voilà, en fait, chacun, c'est pas celui-là que je dois donner, en fait, mais je pense que chacun peut trouver son mode d'emploi qui Mm. fait que les enfants savent, enfin, nous, on est 2 entrepreneurs à la maison, donc ils savent, en fait, qu'on ne peut pas être là, en fait, tous les jours de 9 à 6 et que blablabla. On sait qu'on doit travailler le week-end et tout, mais on se relaye et en fait, ils sont nés avec des parents entrepreneurs, en fait. Donc Ouais, moi, j'ai été éduquée comme ça, donc je sais que c'est OK et ils savent, en fait, qu'ils grandissent comme ça, mais ils savent qu'en fait, on est peut-être pas sur la quantité, mais on est très fort là sur la qualité. Voilà. ouais. Mais ça, je peux Merci, pas donner Émilie. mon mode d'emploi. En fait, je pense que chacun Ouais, doit ouais, identifier, en fait, ce qu'il veut et ce qu'il veut pas, quoi. ouais, carrément. Merci pour tes réponses super sincères. Je crois qu'on a encore une minute ou deux. Qu'est-ce que tu dirais à la Émilie qui se lance en mode entrepreneur, qui sait pas trop par où aller? Qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui avec le recul? Je lui dirais de croire en elle, déjà, vraiment de croire en elle, parce qu'elle va faire des jolies choses et que surtout, ça va être un vrai roller coaster, mais ça va être un roller coaster qui vale vraiment la peine d'être vécu. Et je lui dirais surtout de toujours y croire et de s'accrocher, quoi, parce que même quand il y a des bas, en fait, il y a un haut qui arrive derrière. Donc, j'ai un copain à moi qui dit souvent qu'il faut croire aux arcs-en-ciel parce qu'ils sont toujours entre le beau temps et la pluie. Tu vois, Ouais, donc je pense que, voilà, je pense que c'est important d'être dans cette zone-là, en fait, voilà, d'y croire toujours et de se dire que c'est OK, en fait, que ça se passe pas comme on veut. carrément. Merci, Émilie. Pour les personnes qui nous regardent et qui voudraient te rejoindre sur tes réseaux, dans ce que tu fais, tu as une page Insta, Oui, Émilie j'ai une page Duchesne. Insta qui est ouverte, en fait, perso, qui s'appelle Émilie Duchesne. J'ai envie de te dire LinkedIn et tout, mais franchement, je suis assez mauvaise, en fait. J'y suis, mais vraiment pas tous les jours. Donc, je pense que mon réseau principal est Instagram. Et Ok, là, sincèrement, j'espère j'espère être fidèle à ça, mais je réponds vraiment quasi tout le temps. Et sinon, sur mon Insta, il y a aussi mon email. Donc, voilà, si vous préférez le format email, il est sur mon Insta et j'y réponds aussi. super. Bon, on met tous les liens sous la vidéo. Merci, Émilie. Passe une super journée et vive Merci l'entrepreneuriat. à toi. Exactement. Salut.